Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, 10h31. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez vivre avec nous ces 2 heures. Parlons Vrai chez Bourdin, 2 heures d'information, 2 heures de débat et vos interventions 0826 300 300. Nous sommes le 31 mai, journée mondiale sans tabac. Débat. Tout à l'heure, entre 11h et midi, faut-il fixer le prix du paquet de cigarettes à 20 € pour faire baisser la consommation? Consommation qui ne baisse plus. Nous débattrons aussi de l'interdiction des puffs, vous savez, ces cigarettes jetables pour les jeunes. La proposition de loi du groupe Lyot abrogeant le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans sera-t-elle soumise au vote des députés le 8 juin? Savez-vous qu'elle est gagée sur une forte augmentation des taxes sur le tabac? Si le texte est adopté, les cigarettes augmenteront très fortement. Nous allons en parler dans un instant. Des agriculteurs doivent détruire leurs récoltes faute de main-d'œuvre. Radis, salades, navets, des fruits ne sont pas ramassés ou récoltés. Dans l'hôtellerie-restauration, il est très difficile de trouver des saisonniers. Nous irons dans l'Aude tout à l'heure. C'est l'un des sujets que je vais développer entre 10h45 et 11h. N'hésitez pas à intervenir, 0826 300 300, à témoigner. À 12h05, je recevrai Xavier Driancourt, qui est ancien ambassadeur de France en Algérie, 7 ans ambassadeur. La France doit dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, accord définissant les conditions de circulation, de séjour et de travail des Algériens en France. C'est ce que dit Xavier Driancourt, qui ajoute: la France est détestée en Algérie. Il faut réduire le nombre de visas accordés aux Algériens, dit-il. Il sera donc notre invité tout à l'heure entre midi et midi et demi. Dans quel monde on vit? Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Alors imaginez un bateau de plaisance dans le détroit de Gibraltar. 4 navigateurs victimes d'une attaque d'orques. Et ils ne sont pas passé loin d'un naufrage. Oui, le cauchemar a duré plus d'1 heure. Un groupe d'orques approche et commence à multiplier les coups sur la coque du bateau. Les navigateurs éteignent le moteur, mais les charges des orques continuent à se répéter durant 1 heure, faisant tourner la barre, vibrer l'embarcation. La coque finit même par se percer. Les passagers appellent alors les secours espagnols en urgence. Nous avons besoin d'assistance immédiatement. Nous sommes en train de couler. Le Parisien aujourd'hui en France a récupéré leur vidéo de la scène qui date d'il y a une semaine. Les 4 navigateurs ont pu être secourus par hélicoptère et bateau, tandis que leur navire endommagé a été remorqué jusqu'au port. Le mystère, c'est que des scènes similaires se sont multipliées ces derniers temps. La dernière en date, l'attaque du navigateur français Sébastien Destremo. Quelques jours auparavant, lui a fait tourner son voilier en rond pour lasser les cétacés qui l'attaquaient. Ils ont fini par repartir. Alors, plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ça. Certains supposent que les femelles orques entraînent les plus jeunes à chasser les baleines. Mais alors, dans ce cas, pourquoi plus aujourd'hui qu'avant? Pour d'autres, c'est une femelle traumatisée par une collision violente avec un bateau, l'orque Gladys, qui apprendrait à ses jeunes congénères à s'en prendre au navire. Il est 10h35. Merci d'être avec nous. Nous allons commencer avec la proposition de loi du groupe Lyot voulant abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Sera-t-elle soumise au vote des députés le 8 juin? Pour en parler avec nous, Jean-René Cazeneuve. Bonjour Jean-René Cazeneuve. Oui, bonjour. Député Renaissance, Jean-René Cazeneuve, vous êtes avec nous. Alors, cette proposition de loi abrogeant la réforme des retraites, proposition de loi Lyot, du groupe Lyot, est actuellement en discussion à la Commission des Affaires sociales. C'est cela? Absolument. Et je peux vous dire en direct que les députés de la NUPES font de l'obstruction massive pour qu'on ne vote pas sur cette loi. Enfin, la journée n'est pas terminée. Oui, il y aura un vote, Jean-René Cazeneuve. Écoutez, j'espère, mais je peux vous dire que les députés sont déjà en train de faire de l'obstruction de la NUPES en tous les cas. C'est-à-dire obstruction, c'est-à-dire que pour faire durer le débat au sein de la commission? Pour faire durer le débat au sein de la commission, absolument. Bien, et peut-être empêcher le vote? Et peut-être empêcher le vote. Bon.
Nous verrons bien comment ça va se passer. Jean-René Cazeneuve, imaginons que la commission des finances rejette cette proposition, commission des affaires sociales, voilà, rejette cette proposition de loi. Le groupe Lyotte peut la faire revenir, réintroduire cette proposition de loi en séance le 8 juin, c'est bien cela? Absolument, elle la présente, mais s'il y a des articles qui ont été modifiés, c'est la version modifiée qui est présentée en hémicycle. Et donc si l'article 1 qui change la date de départ à la retraite n'est pas voté, et je pense qu'elle ne sera pas votée, eh ben ils seront obligés de réintroduire cette mesure en séance le 8 juin. Absolument. Et ça, ensuite, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui va décider. Absolument. Absolument. Bon, ça c'est donc, ça veut dire qu'elle ne sera jamais votée, soumise au vote. On peut le présenter comme ça. On peut aussi le présenter comme le souci de respecter nos institutions et notre Constitution. Et il existe un article qui est utilisé chaque année des milliers de fois. Hein. C'est pas comme si on l'avait sorti spécifiquement pour cette proposition de loi. Oui. Il s'appelle l'article 40, qui fait qu'un député ne peut pas avoir un amendement ou une proposition de loi qui crée des charges supplémentaires pour l'État. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement pour préserver les finances publiques. Autrement, vous imaginez bien qu'il y aurait un concours, une créativité extraordinaire des députés pour augmenter les dépenses, et sans contrôle budgétaire de l'ensemble. Voilà, donc cet article 40, il a été conçu pour protéger nos finances publiques et il est utilisé par notre Assemblée plusieurs centaines de fois, même plusieurs milliers de fois chaque année. Alors, je rappelle que vous êtes député Renaissance du Gers et rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve. Bien, je résume. Aujourd'hui, donc, cette proposition de loi en discussion dans la commission des affaires sociales. Nous verrons ce que décidera la commission des affaires sociales. Si le texte n'est pas rejeté en commission des affaires sociales, il sera représenté probablement le 8 juin. Là, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui décidera. Bien. Est-il vrai que cette proposition de loi Lyotte est gagée sur les taxes sur le tabac ? Elle est gagée sur les taxes sur les tabacs. Vous avez parfaitement raison. Mais là aussi, ça n'est pas possible. Donc c'est encore un autre artifice qui a été utilisé par le groupe Lyotte. Vous n'avez pas le droit. Je suis désolé, c'est un peu technique, mais non, c'est technique, mais il faut qu'on comprenne parce qu'il y a plein de débats autour de cette proposition de loi, et on reste sur le terrain purement politique. Moi, je voudrais passer sur le terrain technique, en quelque sorte. Absolument. Alors, ce qui se passe, c'est que vous pouvez, un député ou un groupe de députés peuvent déposer une loi ou des amendements qui baissent les ressources de l'État. Oui. Et ils peuvent les gager avec une augmentation. Par exemple, vous pourriez dire, je fais une proposition pour baisser la TVA, et comme je vais baisser les recettes de l'État, je le compense par une augmentation de la taxe sur le tabac. De manière à ce que ça s'équilibre. Ça, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas le faire sur une charge, sur une dépense supplémentaire des finances publiques. Et ce que fait cette loi, elle baisse des ressources qu'elle ne compense pas, et elle augmente des charges qu'elle compense par une nouvelle taxe, ce qu'elle ne peut pas faire, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Ce privilège, entre guillemets, de faire peser de nouvelles dépenses sur les finances publiques, c'est le gouvernement qui a le droit de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, le gouvernement, quand il est d'accord, lève le gage. Et même s'il y a un gage, il dit c'est lui qui le lève. Parce que c'est le gouvernement qui a le droit d'engager des dépenses supplémentaires. J'ai compris. Mais ça ne peut pas être de l'initiative parlementaire. Alors, on pourrait discuter, mais du fond. Mais aujourd'hui, c'est la règle. D'accord. Et je pense que la moindre des choses, c'est que les députés respectent la règle. Ça veut dire que si ce texte, cette proposition de loi était adoptée le 8 juin, il est fort probable que les taxes sur le tabac doublent. Alors, si elle était adoptée le 8 juin, elle irait au Sénat. Elle ne serait pas votée au Sénat, parce que les sénateurs sont contre. Il n'y aurait jamais ce qu'on appelle de commission mixte paritaire, donc elle ferait un aller-retour incessant
entre le Sénat et l'Assemblée nationale, avec deux assemblées qui ne se mettent pas d'accord. Si jamais, alors là on est une chance sur 1 million, mais si en plus elle était finalement votée par les deux chambres, elle ne passerait pas le Conseil constitutionnel. Vous savez, le recours de Lyotte a été sur le 49.3, 47 sur la procédure a été repoussé par le Conseil constitutionnel. Cette loi serait également repoussée. Donc c'est pour ça que la Première ministre, en toute bonne foi, dit ce texte n'a aucune chance d'aboutir. Et c'est pour ça que donner cet espoir aux Français n'est pas honnête, n'est pas raisonnable politiquement. Alors, à vos yeux, Jean-René Cazeneuve, c'est de l'agitation politicienne ? C'est absolument de l'agitation politicienne. Et je peux comprendre qu'on soit contre la réforme des retraites. Hein, c'est effectivement, on demande aux Français un effort de travailler plus longtemps. Donc je peux parfaitement comprendre. Mais maintenant, elle est abrogée et il n'y a pas moyen de revenir dessus. Et c'est là aussi, c'est un nouveau tour de passe-passe des oppositions. C'est une loi qui abrogerait une loi financière qui vient d'être promulguée. Ça n'est pas possible, ça n'est jamais arrivé. Mais oui, donc il pousse les murs, si vous me permettez l'expression, mais plus grave que ça, il ne respecte pas notre Constitution, il ne respecte pas nos institutions, et ça c'est grave, parce que c'est quand même notre bien commun à nous, démocrates. Oui, donc Yaël Braun-Pivet aura la décision. Je voulais, Jean-René Cazeneuve, préciser aussi une chose, et ça c'est un point que les Français doivent savoir. Finalement, à la réflexion, un projet de loi a plus de chances d'être adopté qu'une proposition de loi. Un projet de loi vient du gouvernement, une proposition de loi vient d'un député ou d'un sénateur. Franchement. Absolument. Ça, c'est dans la tradition, c'est assez classique. Mais il y a quand même de nombreuses propositions. Il y a, depuis le début de ce mandat, peut-être une vingtaine de propositions de loi émanant de députés qui sont passées. Mais vous voyez, on n'est pas obligé, quand on fait une loi, de dépenser plus et de faire un trou dans le budget de notre pays. C'est pas une obligation. Donc il y a des lois qui ne créent pas de dépenses supplémentaires. Il y a des lois qui créent des recettes aussi. On n'est pas obligé de faire, quand on dépose une loi, de faire un trou de 15 milliards dans le budget de notre pays. Bien, merci beaucoup Jean-René Cazeneuve pour ces précisions. Merci. Et nous suivons évidemment les travaux de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. Travaux en cours. Il est 10h44. Allez, nous allons parler de toute autre chose maintenant. D'un sujet qui, je le sais, vous préoccupe, vous occupe. De quoi s'agit-il ? Il y a des agriculteurs qui doivent détruire leurs récoltes faute de main-d'œuvre. Radis, salades, navets, mais aussi des fruits qui ne sont pas ramassés ou récoltés. Dans l'hôtellerie-restauration, il est très difficile de trouver des saisonniers. Problème de main-d'œuvre, nous allons en parler dans un instant et nous allons partir pour le département de l'Aude. A tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Parlons vrai chez Bourdin, c'est votre émission. Vous pouvez évidemment réécouter l'émission si vous avez manqué le direct. Elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Allez, téléchargez cette application Sud Radio. Pour rappel, vous pouvez aussi nous écouter en direct, Facebook Live et sur YouTube. Il est 10h48. Merci d'être avec nous. Il y a des agriculteurs qui doivent détruire leur récolte faute de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, c'est vrai dans l'agriculture, c'est vrai dans le bâtiment, c'est vrai aussi dans l'hôtellerie-restauration. Je lis le témoignage, c'est dans le Figaro. J'ai lu le témoignage de ce maraîcher qui est à Célestat, dans le Bas-Rhin. Voilà ce qu'il dit. On n'a pas assez de main-d'œuvre disponible. On va être obligé de laisser des cultures de printemps aux champs. Cela concerne les radis, les salades, les navets. Agriculteur cofondateur de 3 magasins de producteurs en vente directe. On a du mal à trouver une main-d'œuvre locale, ajoute-t-il, motivée. Les gens viennent un jour et repartent le lendemain car c'est trop dur. Écoutez ce qu'il dit. Les Français ne veulent pas travailler dans les champs. Alors que fait-il ? Eh bien, pour la première fois, explique-t-il, j'ai embauché 2 Afghans réfugiés en France. Ils ont appris le français grâce à une association. Ils sont très motivés, connaissent le métier car ils travaillent aussi la terre chez eux. Vous avez le même témoignage à nous apporter. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. C'est une réalité. Parlons maintenant de l'hôtellerie-restauration avec notre invité ce matin, Thierry Degnaud, qui est président de l'UMI Occitanie, branche discothèque, café, hôtellerie, restauration. Bonjour Thierry Degnaud.
Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est le même cas. Est-ce que vous avez de grosses difficultés à trouver des saisonniers dans l'hôtellerie-restauration pour cet été? Oui, on a de très grosses difficultés à trouver des saisonniers. Alors, est-ce que c'est dû au logement? Est-ce que c'est dû je sais pas, à notre antériorité? Mais bon, on a vraiment du mal cette année à trouver des saisonniers. Du mal, c'est-à-dire, pourtant, mais vous vous adressez à qui pour les trouver? Vous adressez, j'imagine, à Pôle emploi en priorité. Voilà. Oui, tout à fait. Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, c'est vraiment nos partenaires pour trouver des emplois. Même moi, je vais dans les universités pour essayer de trouver des étudiants pour faire les saisons. Mais la dernière fois, vous voyez, j'étais à Narbonne, j'avais 80 rendez-vous, j'en ai eu 8 qui sont venus. Donc, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes ne veulent pas travailler? Alors, moi, je pense que... Alors, je suis pas sûr qu'ils veulent pas travailler, mais je pense qu'ils ont peur de l'image de la restauration qu'on a voulu leur donner. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on fait beaucoup d'heures, on est mal payé, alors que c'est plus du tout ça. Que proposez-vous à un saisonnier? Alors, on propose à un saisonnier un salaire décent. Oui. Alors là, on essaye de trouver des logements pour les loger. Oui. Et d'avoir des plannings adéquats pour justement pour leur bien-être, pour qu'ils fassent une saison en toute quiétude. Bien. Il s'agit de fidéliser aussi les travailleurs saisonniers d'une saison à l'autre. Tout à fait. Alors alors moi, j'avais mis il y a 5-6 ans. Oui. J'avais travaillé dessus. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de garder nos saisonniers, de pouvoir les former l'hiver et de les récupérer au mois d'avril. Bien sûr. Pour éviter qu'ils s'en aillent. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, c'est qu'on n'avait pas de financement pour le faire. Oui. Là, le gouvernement va dégager de l'argent pour le faire, justement. 10 millions d'euros par an pour la formation. Bon, mais mise en place aussi d'une plateforme pour regrouper les offres de logement, parce que le logement, c'est primordial. Tout à fait, c'est important. Nous, si on n'a pas ça, si on peut pas loger nos saisonniers, eh ben on n'a pas de saisonniers. Alors Thierry Marx, qui préside l'UMI, a conçu une plateforme qui s'appelle Mon CV NUM, c'est cela? Tout à fait. En lien avec Pôle emploi, qui regroupe les CV des candidats présentant les compétences recherchées par les chefs d'entreprise. Tout à fait. C'est en lien avec Pôle emploi et l'adresse. Et l'adresse. Mais Thierry Degnaud, alors comment faites-vous? Si vous ne trouvez pas de saisonniers, comment faire? Parce que vous dites, les salaires sont de bons salaires. On essaie de loger nos saisonniers. Vous me dites, j'ai des rendez-vous, mais personne ne vient. 1/10 des candidats? Ouais. C'est ça. C'est ça. Alors là, alors pour la saison, le problème, c'est qu'on va être obligé de fermer les établissements. On va être obligé de prendre moins de couverts, on va être obligé de prendre moins de chambres parce qu'on n'aura pas les bras pour travailler. Et des saisonniers étrangers? Alors ça, c'est une option. Mais le problème, on a un problème, c'est de pouvoir les faire venir. Parce que dans certains départements, ça bloque à la préfecture. Vous aimeriez en faire venir, Thierry Degnaud? Si on ne peut pas faire travailler les Français, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, et déjà, on a pas mal de restaurateurs qui le font. Oui, je sais. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Comment il y a beaucoup de jeunes Français, notamment, qui ont besoin d'argent pour financer leurs études, qui, à juste raison, se plaignent des difficultés rencontrées. C'est l'occasion ou jamais de travailler, je ne sais pas, moi, 1 mois ou 1 mois et demi. Non? Dans un restaurant, dans un bar, dans un... je ne sais pas. Mais bien sûr, on est là pour les accueillir. On n'est pas, on demande pas des gens qui sont surdiplômés ou diplômés. On demande juste des gens qui ont du savoir-être. Et nous, on s'occupe de leur formation.
Donc, on peut pas mieux faire. On peut pas. Mais dites-moi, Thierry Degnaud, vous ne les maltraitez pas quand même? Eh ben non. Je plaisante quand je dis ça, mais volontairement. Mais justement, on fait ce qu'il faut pour les faire venir. Et là, c'est le parcours du combattant. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils viennent pas, ou alors ils viennent 2 jours. Mais que vous disent-ils? Que vous disent-ils? Eh ben non, c'est trop dur, on veut pas. Nous, de toute façon, on veut des congés au mois d'août. On peut travailler qu'au mois de juillet. Donc voilà, on a vraiment un problème à ce niveau-là, quoi. Merci à vous, Thierry Degnaud. Merci. Eh ben, merci à vous. J'espère que vous avez été entendus et que nous avons été entendus. 0826 300 300, vous voulez appeler sur le sujet. J'organiserai un débat parce que ça me paraît invraisemblable dans ce pays. J'entends beaucoup de personnes se plaindre et j'entends aussi des hommes et des femmes qui offrent du boulot et qui ne trouvent pas de travailleurs saisonniers ou pas saisonniers d'ailleurs. 10h56, pourquoi? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une forme d'éloge de la paresse? Je ne sais pas, moi. Est-ce que les jeunes n'ont pas envie de travailler? Je ne sais pas. Je pose la question et nous poserons la question, nous débattrons. Il est 10h56. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03. Merci d'être avec nous. Nous allons ouvrir notre débat quotidien, vous le savez, tous les jours entre 11h et midi, débat sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler du tabac. Ce 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Alors, certains avancent la solution pour faire baisser la consommation de tabac. La solution, c'est de faire passer le prix du paquet de cigarettes à 20 €. Oui, 20 €, c'est ce que demande l'association Addiction France, qui est avec nous, représentée par Bernard Basset, docteur Bernard Basset, président d'Addiction France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Philippe Coy, qui est président de la Confédération des buralistes et buralistes à l'Escar, dans les Pyrénées-Atlantiques, est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis Charlie Perrault, vice-président de la Fédération des professionnels de la vape, co-auteur avec Vincent Cuissé de la face cachée des anti-vape. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Nous allons ouvrir le débat en rappelant des réalités. Et cette réalité, Félix Mathieu, chaque minute, 15 personnes meurent à cause du tabac dans le monde. Oui, ça fait une personne toutes les 4 secondes qui meurt des conséquences du tabac, cancer en particulier du poumon, infarctus, AVC, divers troubles respiratoires aussi. Sur une année, le tabagisme actif ou passif a tué près de 9 millions de personnes en 2019 dans le monde. Autre statistique plutôt impressionnante, le siècle dernier, le tabac a fait 100 millions de morts, soit plus que les 2 guerres mondiales réunies. Le tabagisme de masse pourrait faire 450 millions de morts au cours de la première moitié du XXIe siècle. Il absorbe déjà 6% des dépenses mondiales de santé selon l'OMS. Toujours au niveau mondial, imaginez chaque minute 10 millions de personnes en train de fumer une cigarette sur la planète, soit au total 1 milliard de fumeurs selon l'Organisation mondiale de la santé, un humain sur 8 et un adulte de plus de 15 ans sur 5. Pour autant, ces chiffres baissent au niveau mondial ces dernières années. Une personne de plus de 15 ans sur 3 fumait dans le monde en 2000 contre 20%. Donc aujourd'hui, baisse due aux hausses de prix, mais aussi à l'apparition de la cigarette électronique. Notez que ces dernières années, cette tendance à la baisse au niveau mondial a marqué le pas en revanche dans notre pays, en France. Ça a arrêté de baisser depuis 2019, environ 12 millions de fumeurs quotidiens en France l'année dernière. Le nombre de fumeurs ne baisse plus ? Le nombre de fumeurs est stable actuellement, il ne baisse plus. Oui. Il y a eu des baisses historiques dans la deuxième décennie de ce siècle, mais actuellement il est stable et on a à peu près 25% de fumeurs réguliers, c'est-à-dire tous les jours. Tous les jours. Ce qui est considérable quand même. Un Français sur 4. Un Français sur 4, oui. Tous les jours, et après, occasionnellement, il peut fumer aussi le week-end, etc. Et là, ça augmente un peu les chiffres. Et ça augmente les chiffres. Vous le constatez, Philippe Coy ? Oui, les fumeurs sont dans le réseau des buralistes, mais j'ai un peu plus de réserve sur la baisse des fumeurs. Elle est bien évidemment présente, mais il y a aussi une baisse des volumes, souvent qui est traduite par la baisse de la consommation du tabac. Et la baisse des volumes, la baisse des volumes vendus, c'est peut-être à cause de la volumes officiels. Voilà, des volumes officiels. Et bien évidemment, c'est un sujet qui doit tous nous préoccuper, le marché parallèle, parce qu'il annihile toutes les ambitions de santé publique. Je crois que les représentants des buralistes que je suis ne peuvent pas être contre la santé publique. Et d'ailleurs, je le dis autant que nécessaire, toutes
les manifestations que j'ai organisées depuis 22 ans que je suis buraliste et du premier plan santé de 2003 n'ont pas été contre la santé publique, mais les moyens mis en œuvre pour accompagner une santé publique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps de dépasser certains clivages, de regarder comment on doit mieux travailler ensemble pour justement être plus efficient et ne pas se tromper de cible, que ce soit les buralistes ou le corps médical. Quel est l'objectif, de faire prendre conscience et peut-être de baisser la consommation du tabac. Regardons la prévalence tabagique. Il faut faire baisser la consommation du tabac. Qui ne baisse pas dans ce pays, alors qu'ailleurs en Europe, il n'y a pas les mêmes politiques mises en œuvre, qu'elles soient sur le prix, sur la publicité. Donc plutôt que de s'opposer, de faire des guéguerres internes, soyons plutôt dans la concertation. Qu'est-ce qui est bon pour la santé de nos concitoyens? Quels sont les moyens que l'on peut mettre en commun? Et je suis très heureux de parler aussi du produit du vapotage, qui est un des moyens qui doit tous nous réunir. Bien, Bernard Basset. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord pour la concertation. D'ailleurs, je vais faire une proposition à Monsieur Coy, si vous le permettez. Le premier objectif, ça devrait être de lutter contre la consommation des mineurs, nous sommes d'accord. Oui. Or, ce qu'on constate, on peut le voir sur le site de Santé publique France, c'est que 2/3 des mineurs qui essayent de se procurer du tabac chez un buraliste, le trouvent. On leur vend du tabac chez les buralistes, aux mineurs. Donc, alors moi, je pense que je fais une proposition à Monsieur Coy. C'est-à-dire, il s'engage... Il faut dire Monsieur Coy. Monsieur Coy. N'oubliez pas que c'est un Pyrénéen. Excusez-moi. Moi, je lui fais une proposition. À l'Escar. 0 vente de tabac aux mineurs dans l'année qui vient. Écoutez, c'est possible ça? En tous les cas, c'est souhaitable en tout cas. C'est souhaitable. Et je suis absolument d'accord avec vous, docteur. C'est une des. Mais si vous suivez notre actualité, vous voyez que tous les jours nous sommes présents sur ce sujet. Je condamne fermement tous ceux qui vendent à mineurs. Depuis 2019, nous avons pris à la Confédération, avec l'ensemble des élus, des dispositions pour rappeler les règles, les droits et les devoirs quand on est buraliste. La règle, c'est quoi? C'est de ne pas vendre à mineurs. C'est une carte d'identité. C'est de ne pas vendre à mineurs et d'être vigilant et de lever le doute s'il y a doute. Parce que quand on vend un paquet de cigarettes, on demande, si on a un doute, on demande une carte d'identité. On doit demander la pièce d'identité. Mais vous savez que quand on est buraliste, on est dans un métier très réglementé. Le tabac, l'alcool, les jeux et la vape. Donc cet ADN doit être présent au quotidien. Docteur, je reprends le défi que vous nous lancez. D'ailleurs, si je veux être très clair, depuis le début de l'année, nous avons lancé nous-mêmes une certification qui s'appelle BOB, buraliste officiellement bienveillant, que chaque buraliste veut ou peut passer de façon volontaire, ce qui veut dire que déjà il y a une prise de conscience. On n'est pas parfait. Je ne dirai jamais le contraire, mais en tous les cas, de ne pas renoncer à l'effort, vous devez le prendre en considération. Alors, Charlie Perrault. Moi, je voudrais ajouter que de toute façon... vous représentez les vapoteurs. Alors, moi, je représente la Fédération des professionnels de la vape. La vape, qui est une pratique, en fait. La vape, c'est une pratique, ce n'est pas qu'un produit. Moi, je voudrais juste rappeler que de toute façon, les jeunes sont systématiquement plus malins qu'on le pense. Lorsqu'il sera question d'interdire, de mettre des contrôles, on va dire, aux frontières des buralistes, entre guillemets, vous allez vous retrouver avec des aînés qui vont aller chercher pour les plus jeunes. Je crois qu'effectivement, dans cette concertation, ce qu'il faut, c'est considérer dans quel état les jeunes, aujourd'hui, ont une mécanique d'approche à l'égard des produits du tabac, voire potentiellement à l'égard des produits du vapotage. Bien sûr qu'on ne va pas les encourager à faire ça. On n'encouragerait jamais les jeunes à aller vers cette démarche-là. Est-ce que vous encouragez un jeune à vapoter? Moi, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont remplacé le tabac par le vapotage. Mais parce que la vape a ringardisé le tabac. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, on sait que les effets sur la santé sont considérablement moins nocifs. À long terme, on n'a pas encore complètement... on ne sait pas à long terme. Le long terme, Jean-Jacques, ça fait quand même 12 ans que ça existe. Ça a été conçu par un pharmacien de manière à ce que ce soit cohérent. Après, dans les pratiques de production, si certains commencent à s'écarter en mettant des produits qui seraient à ce moment-là avec des portées dangereuses, de toute façon, on sera en capacité d'écarter. Je rappelle qu'en France, c'est le premier pays à avoir normé la vape en 2015 en donnant des bonnes pratiques de fabrication aux fabricants. Est-ce que vous encouragez les jeunes à utiliser la vape? Moi, ce que j'encourage, c'est les parents à comprendre la différence entre les deux. Ça, c'est fondamental. Parce que vous encouragez les parents à dire non à la vape et non à la cigarette? J'encourage. Moi, je connais. non, mais je vous pose franchement la question. Je connais peu de parents qui disent à leurs enfants je t'interdis tout. Je pense que les parents qui pas interdire, recommander. Les parents doivent échanger, connaître ce qu'est la vape, échanger avec les jeunes et leur parler. Ça a été le cas sur la sexualité. Si on ne parle pas avec les jeunes, on les met hors sujet, ils font n'importe quoi et éventuellement ils envoient leurs grands frères, leurs aînés pour aller chercher des cigarettes chez les buralistes ou ailleurs.
En fait, il faut expliquer ce que c'est que la vape, expliquer comment ça marche et expliquer que c'est une alternative qui forcément sera préférable que de fumer en soi pour un jeune, pour un plus moins jeune et pour les Tout à l'heure, je vais évidemment parler des puffs parce que la volonté du ministère, c'est d'interdire la vente des puffs. Je ne vais pas ouvrir le débat maintenant. En revanche, je vais parler du prix. Est-ce qu'il faut, pour faire baisser la consommation, augmenter fortement, c'est ce que vous recommandez, le prix d'un paquet de cigarettes? Vous recommandez jusqu'à 20 € le prix du paquet. Oui, alors effectivement, le prix est un frein à la consommation. C'est une loi économique. C'est un frein, c'est reconnu. C'est évident. Sauf si on y va petit à petit. Là, dans ce cas-là, on ferre le poisson et on le garde au bout. Alors si on veut rompre la ligne, il faut ferrer d'un grand coup. Oui, il faut augmenter fortement d'un coup. Bon, et ça, c'est une loi de l'économie. Bon, voilà, elle est universelle. Oui. Alors, effectivement, ça fait partie des moyens pour combattre le fléau du tabac dont on a rappelé les chiffres qui sont absolument catastrophiques. Alors les autres, effectivement, c'est empêcher les mineurs de rentrer dans le tabac ou dans l'univers du tabac ou dans l'univers de la nicotine pour introduire le sujet. C'est pas le tabac à la limite, c'est la nicotine. C'est la nicotine plus que le tabac. Mais c'est la combustion qui tue. C'est pas la nicotine qui tue. C'est la nicotine qui rend dépendant. Oui. Que ce soit dans la vape ou que ce soit dans le tabac. Donc, effectivement, parmi les moyens, il y a le prix. Et le prix, on ne doit pas s'interdire. On voit que les pays qui ont fortement augmenté le prix ont des taux de prévalence du tabac moindres. Alors, c'est vrai qu'il y a un obstacle en France. C'est qu'on est dans l'Union européenne, que les frontières sont quand même assez perméables et que ce prix du tabac, il devrait être harmonisé au niveau européen. Comme les taxes. Mais quand on voit les prix, par exemple, en Australie. L'Australie, c'est une île, donc c'est facile, plus facile de contrôler les frontières. Bon, alors, il est paquet à 30 €. Les gens fument plus, c'est clair. Le paquet est à 30 € en Australie? 30 €, oui. 30 €? Pas loin, mais en tous les cas, il y a aussi un marché parallèle qui n'existait pas. Malgré que ça soit une île, ils ont réussi, parce que bien évidemment, les trafiquants, mais ça n'existait pas et ça existe. Bon. Ça prouve la conséquence. On va revenir, je vais revenir, Philippe Cohen. Ne vous inquiétez pas, Charlie Perrault aussi, sur le prix. Je ne vais pas, puisque Bernard Basset a introduit la question du prix. On va en parler, mais j'ai une petite pub à faire là. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous parlons du tabac, la consommation. Ce 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Alors, certains, le docteur Basset vient d'en parler, le paquet de cigarettes à 20 €, il faut fortement augmenter le prix pour faire baisser la consommation. Vous êtes d'accord, Philippe Cohen? Je rappelle que vous êtes représenté, vous êtes président de la Confédération des buralistes. Je vais surprendre certainement les auditeurs et le docteur Basset ici. Il m'a lancé un défi tout à l'heure pour le zéro défaut. Je suis capable de vous dire aujourd'hui, chiche le paquet à 20 €. Mais à une seule et unique condition, c'est que toute l'Europe soit à 20 €. Parce que vos politiques sur le prix ne fonctionnent que si, et seulement si, vous l'avez dit, l'Europe était alignée. Parce que comme nous ne sommes pas étanches en frontière, et pire que ça, aujourd'hui, le tabac clandestin est fabriqué sur notre territoire. L'année dernière, les douanes françaises ont démantelé 5 usines clandestines sur le territoire français. Voilà où on en est aujourd'hui, avec l'obstination seule et unique du prix. Mais d'où viennent les feuilles de tabac? De tabaculteurs de l'Europe du Nord qui approvisionnent les réseaux mafieux. Donc aujourd'hui, la politique du prix... C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui font pousser du tabac, mais le tabac pousse pas en Europe du Nord. Si, bien sûr. Mais il pousse partout. En Pologne. Il pousse en France, il pousse en Espagne. Ils font pousser du tabac et ce tabac est vendu à des trafiquants, quoi. Le tabac est considéré comme une plante agricole. Il n'y a pas de traçabilité. D'ailleurs, j'étais auditionné par Christophe Blanchet la semaine dernière à l'Assemblée nationale parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, la contrefaçon. Bien évidemment, il y a des producteurs qui vendent du tabac. Mais ce produit du tabac, la plante est une plante agricole, il n'y a pas de traçabilité. Donc aujourd'hui, si on veut endiguer la contrefaçon et les usines clandestines, il faut aussi identifier le producteur. Donc, pour revenir au sujet du prix, le prix n'est pas une des solutions ou n'est pas la solution. Tout le monde peut faire la moue, mais expliquez-moi pourquoi le gouvernement, le ministre Gabriel Attal, s'est engagé très fortement, le 5 décembre dernier, au 3e plan de lutte contre le marché parallèle du tabac. Pouvez-vous me dire pourquoi, depuis ces 4 dernières années, chaque année, le volume des saisies des douanes double, 649 tonnes l'année dernière? Je veux juste comprendre le prix, la réalité du marché, et quand on veut protéger les jeunes
Bien évidemment, nous, buralistes, nous devons faire des efforts. Mais expliquez-moi qu'à la sortie du métro à Barbès, excusez-moi, quand on est à Lyon, sur la place Gabriel Péry, il y a des vendeurs à la sauvette partout qui vendent sans scrupule. C'est quoi l'avenir? Docteur Basset? Alors moi, j'habite pas loin de Barbès, justement. Oui, oui. Alors je vais pas nier le problème, mais quand M. Coy dit « ça ne marche que si… » on fait une harmonisation européenne. Ça, c'est faux. C'est faux parce qu'on augmente le prix du tabac en France et ça a un effet. Ça a un effet moindre, évidemment, que si c'était à l'échelle européenne, mais ça a un effet. C'est vrai que ça décourage quand même. Clermont-Ferrand ne va pas aller en Belgique et chercher son paquet de cigarettes. Et puis, vous n'avez pas besoin d'aller en Belgique, Jean-Jacques. Prenez votre smartphone. Je ne vais pas faire de publicité sur votre antenne. Oui, mais il y a 10 000 sites illégaux de tabac c'est vrai sur aussi. Internet. L'effet le plus important du prix, c'est sur les jeunes. Oui. Les jeunes, parce qu'ils ont un moindre pouvoir d'achat, clairement. Bon. Donc, je reboucle avec mon sujet précédent. Il faut à la fois contrôler les ventes aux jeunes, mais aussi augmenter le prix, parce que ça décourage l'entrée dans le tabac. Et plus on entre jeune dans la consommation de tabac, plus on y reste. Ça, c'est vrai. Oui, ça c'est certain. Alors j'imagine que le professionnel de la vape que vous êtes est favorable à une augmentation du prix du paquet de cigarettes. Parce que ça va encourager les jeunes ou les moins jeunes à vapoter. Moi, je vais être très clair. Depuis 12 ans qu'on fait ce métier, oui. Nous, ce qu'on demande, c'est la baisse de la TVA à 5% pour les produits du vapotage. En fait, soit vous soutenez un système une innovation qui fonctionne dans la réduction des risques. Vous demandez ça pour vendre plus de… Non, pas forcément, parce que franchement… Non. Alors, on vendrait potentiellement plus de volume. Oui. Et donc, on serait coupable de quoi? Oui. Non, mais ça me gêne pas que vous vendiez plus. Juste d'écarter les gens du tabagisme. Il existe des associations de lutte contre le tabac depuis des années. On voit plein de choses depuis des années. La ligne de flottaison sur le tabagisme en France, c'est toujours la même. Quand la vape est arrivée, elle a baissé. On a dénigré la vape et elle est remontée. Alors, soit on laisse les professionnels de la vape faire ce qu'ils font avec passion, motivation, et bien sûr, c'est un métier, mais un médecin aussi, il a une consultation qu'il facture, on travaille pour ça. Mais vous imaginez pas à quel point la France est constituée de sociétés indépendantes, passionnées, qui étaient tous des anciens fumeurs au départ et qui veulent construire, grâce à des éléments factuels, la réduction des risques en France. Bon, réduction des risques, mais mieux vaut ne pas fumer que vapoter, on est quand même bien d'accord. Il est moins dangereux de vapoter chez soi à la campagne que de prendre un café en centre-ville quand on regarde les produits de la combustion des véhicules et des voitures. Il est temps, en fait, de regarder scientifiquement ce qu'est concrètement la vape à l'égard de l'exposition. Bon. On inhale 17 000 fois par jour. On vapote 200 fois sur ces 17 000 fois. Quand vous vivez et que vous êtes cafetier à Paris, vous allez, pendant vos 8 heures de travail, respirer des milliers et des milliers de fois les gaz de combustion. L'ennemi de la cigarette, l'ennemi des gens au regard de la cigarette, c'est les produits de la combustion. La vape, c'est tout l'inverse. Bon, oui, non, et peut-être. Tout le monde n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, docteur Basset? Moi, je pense sincèrement que la vape est moins dangereuse que le tabac. Je le dis. Personne ne dit que la vape est plus dangereuse que le tabac. Il faut le vérifier. Mais une seule chose, je pense qu'elle doit être réservée à l'aide à l'arrêt du tabac. Oui. Ou à se passer du tabac. Est-ce que vous êtes favorable à la décision du gouvernement de la prescription par les pharmaciens? Moi, je pense que si c'est un substitut qui aide à quitter le tabac, il n'y a pas de raison qu'il soit pas sur le même plan que les gommes ou que les patchs, etc. Oui. Si ça aide à… Tous les substituts anti-nicotine. Il faut quand même pas se cacher qu'il y a une dépendance à la nicotine quand on vapote. Aussi. Donc, il ne faut pas vapoter en première intention. Est-ce que ça conduit à la cigarette? L'effet passerelle a été maintes et maintes fois démontré. Quand des jeunes deviennent dépendants à la nicotine, s'ils ne trouvent pas de vape, ils vont fumer. C'est clair. Ils vont combler leur manque de nicotine par autre chose. C'est parce qu'on observe les jeunes, en fait. Ils sont en train d'hésiter entre la vape et la cigarette. C'est un petit peu dans les discussions qu'il y a chez les jeunes. Ah, toi, tu fumes, tu as un regard. Toi, tu vapotes, tu es moderne, mais tu veux te la donner, etc. Bon, en fait, il faut arrêter ça, en fait. En fait, en expliquant la différence entre les deux, c'est juste ça, en fait. C'est un peu d'effort de pédagogie. Ça fait 12 ans que ça existe. On explique à demi-mot comment ça fonctionne. Le Royaume-Uni en est la clé. Enfin, le ministère de la Santé anglaise a pris le temps d'analyser toutes les études, a regardé toutes les études qui sont sorties. Il y en a des milliers qui sont sorties depuis l'origine de la vape.
Et ils ont fait un constat simple, en fait, c'est que chimiquement, c'est composé pour réduire considérablement le risque de 95%, c'est-à-dire on passe de 100 à 5% d'exposition. Et quand vous faites appel à des professionnels qui travaillent encore plus précisément, on peut descendre. Mais ça pollue aussi quand même. Il y a des déchets, non, la vape, alors oui, alors là, si vous voulez qu'on parle de la puff, je pense qu'on va y revenir. On va y revenir sur la puff, c'est pas le même sujet, mais c'est important. Hein, mais aussi. Est-ce que le jour où on pollura autant que le nombre de mégots, parce qu'on parle de la cigarette électronique jetable, c'est vrai que les mégots... ça fait 50 ans ou 70 ans que la cigarette traditionnelle est jetable. Bon, Philippe Coy, est-ce que vous constatez une forte augmentation des achats par des vapoteurs qui arrêtent le tabac? Est-ce que vous pensez que ça pousse à l'arrêt du tabac? Sur les 3 interlocuteurs que nous sommes autour de votre table, Jean-Jacques, ce matin, c'est un point qui va nous réunir. Ouais. Les produits du vapotage sont un moyen d'accompagner le fumeur traditionnel vers un produit à nocivité réduite. Vous venez de le dire parfaitement, l'exemple anglais est un exemple à suivre. Et nous, buralistes d'ailleurs, je vais être très cash, nous n'avons pas été bons il y a 12 ans. Nous avons eu peur de ce produit, pensant que c'était l'ogre qui allait manger les buralistes, alors que c'était tout simplement nos consommateurs. Et tout à l'heure, vous avez demandé à monsieur Véran quelle était l'attractivité pour les jeunes. C'est pas ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de proposer une offre alternative aux fumeurs de tabac que vous combattez avec France Addiction pour avoir une consommation moins nocive. Je crois que c'était un élan global qu'il faut porter, et les buralistes s'engagent dans cette mission-là, puisque nous avons créé le mois de la vape au mois de novembre chaque année, depuis 2018, parce que nous voulons être aussi un acteur dans cette préconisation. Je pose la question autrement. Est-ce que l'augmentation du nombre de vapoteurs, il y a de plus en plus de vapoteurs, n'est pas l'une des raisons de la non-baisse du nombre de fumeurs? Vous comprenez ce que je veux dire? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a plus de vapoteurs, il y aura dans le futur plus de fumeurs? Non, parce que justement, on va plutôt du tabac traditionnel vers le vapotage. Est-ce que ça n'encourage pas à fumer plus tard? Je ne pense pas, franchement. Parce que vous avez très bien dit... Vous avez des enquêtes qui le disent? Vous avez très bien dit, le tabac devient de plus en plus has-been et ringard. Voilà, moi j'ai 50 balais, on a tous à peu près le même âge ici, on a un moment légèrement, mais ça se voit pas, Jean-Jacques. Oui, merci, c'est gentil. Mais on a tous eu notre paquet de cigarettes. Aujourd'hui, c'est plus l'effet de séduction. Malheureusement, c'est peut-être plus le cannabis qui est l'effet de séduction que d'avoir un paquet de cigarettes. Donc, il y a une évolution dans la société, et là, vous ne pourrez pas me contredire, de repousser ce produit du tabac, ce qui amène une baisse dans les volumes aussi. Et le produit du vapotage est une offre intelligente, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, vous parlez des produits du vapotage. Moi, je ferai plutôt, dans quelques années, un Grenelle des produits à base de nicotine, parce que la Journée mondiale sans tabac, c'est l'histoire du passé. On parle de la nicotine, on parle du vapotage. Je vous parle aujourd'hui des sachets de nicotine, et peut-être d'autres moyens de consommer la nicotine de façon moderne et contemporaine, sans que personne aujourd'hui Justement, nous allons parler des nouveaux produits qui sont mis en vente ou qui vont être mis en vente. Mais il est 11h27, je voudrais observer une petite page de pub. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Le tabac, venez vous mêler à la conversation. En fait, c'est pas le tabac en lui-même qui est dangereux, c'est la combustion, c'est donc la nicotine qui est dangereuse. Oui, alors non, le tabac. Pas la nicotine, la combustion. La combustion, oui, mais c'est ce que je dis, la combustion. Bon, la combustion, cette fameuse nicotine, on la retrouve dans la cigarette, on est bien d'accord, dans tous les produits du tabac, on la retrouve dans le vapotage, et on la retrouve où encore cette nicotine? Dans le tabac à chauffer, et aujourd'hui des produits... le tabac à chauffer? Alors c'est un compromis entre le tabac traditionnel et les produits du vapotage. C'est du tabac qui est chauffé, un peu comme la chicha. Voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui présent, mais pas directement. La chicha, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, la nicotine se retrouve aussi dans des sachets de nicotine qui est dans certains pays. Non, il y a les sachets de tabac, c'est le snus, et ça c'est interdit sur le territoire français. Et il y a des produits à base de nicotine, ce sont des petites pastilles que vous mettez entre la gencive et la lèvre, qui vous délivrent un shoot de nicotine. C'est un petit shoot de nicotine. Et donc c'est pour ça que je dis, il est intéressant peut-être d'aller plus loin dans l'audace. Le sujet du tabac et de la Journée mondiale sans tabac, mais qu'est-ce qu'on fait des produits à base de nicotine? Puisque vous le dites, docteur, c'est bien là qu'arrive l'addiction. Je pense que si on veut protéger nos populations, il faut avoir cette vision large. Bon, oui.
si vous permettez. Allez-y. Oui, alors effectivement, il y a des nouveaux produits. Monsieur Coy a cité tabac chauffé, snus, etc. C'est des stratégies commerciales. L'industrie du tabac, évidemment, qui est ringarde, qui est décriée, qui a menti, diversifie. qui a corrompu, qui a fait des fausses études. Oui. Voilà, elle essaye de se retrouver une virginité en promouvant des produits nouveaux. Mais ces produits nouveaux, c'est toujours, ils ont un point commun, c'est qu'ils provoquent toujours une dépendance. Et que donc, on vend des produits qui rendent dépendants. Bon, alors, venez vous mêler à la conversation, 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Je voudrais, parmi les produits nouveaux dont on parle beaucoup maintenant, il y a les puffs. Alors, expliquez-nous ce qu'est ce produit. Philippe Coy, on va demander à Philippe Coy, et puis ensuite, Charlie Perrault, vous pourrez compléter. La puff est arrivée, je pense, il y a maintenant 16 mois, vraiment sur le marché, 18 mois sur le marché français. Qui a mis ce produit sur le marché ? Quelques acteurs peu scrupuleux sur les questions d'environnement. Voilà. Quelques acteurs, ça veut dire quoi? Moi j'aime bien les précisions. Au moins disons les choses. Précisément, dans la fédération, nous on avait appelé tous nos membres à ne pas mettre ce produit sur le marché parce qu'on considérait la gabegie environnementale de premier lieu. Oui. Vous faites 300 km avec une voiture électrique, vous la laissez sur le bas-côté, vous en prenez une neuve, c'est débile. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors attendez. Mais d'où vient-elle? Qui l'a inventée? Alors d'abord, la cigarette, quand elle est arrivée en 2012, c'était déjà une puff. La cigarette électronique. Électronique, quand elle est arrivée. C'était déjà une puff. C'est-à-dire que c'était conçu comme ça. Et puis, par intelligence fonctionnelle, c'est devenu une cigarette électronique rechargeable. Avec un liquide et on pouvait recharger la batterie. Ça, c'était le bon sens. Et puis, effectivement, pour essayer de proposer une cigarette encore moins chère, alors là, voilà, les Chinois sont arrivés avec cette remise à jour. Ce sont les Chinois qui sont arrivés, voilà, ils ont mis sur le marché international, ce produit-là d'accessibilité pratique, facile. C'est vrai que c'était très pratique. Ça coûte moins cher qu'une cigarette électronique rechargeable. Mais alors, par contre, pas en consommation quotidienne, parce que si vous prenez ce produit-là tous les jours, ça va vous coûter 7 à 8 euros par jour, c'est-à-dire l'équivalent presque du prix. Alors, qui sont les fabricants aujourd'hui de puffs? Les fabricants de cigarettes électroniques sont pour la majeure partie des fabricants asiatiques, à Shenzhen, en Chine, etc. Tout ça vient essentiellement de là-bas. Par contre, c'est bien des acteurs européens et français qui la mettent sur le marché et qui doivent vérifier leur conformité. Il y a des importateurs, donc. Il y a des importateurs. De puffs. Il y a des importateurs de puffs, tout à fait. Et ce que ça crée comme difficulté, c'est que du coup, ça brouille le message de la considération sérieuse du vapotage, parce qu'on a un côté bonbon à vapoter, et ça, c'est ce qu'il faut dénoncer. Philippe Coy, continuez. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup... C'est une cigarette électronique qui est composée de sa batterie et d'un réservoir pré-rempli que vous utilisez et que vous jetez. À l'inverse des circuits ouverts ou fermés avec des pods que... C'est-à-dire que j'enlève le réservoir de... Non, vous enlevez rien du tout, c'est comme un stylo. Vous jetez... C'est comme j'achète un briquet jetable, par exemple, c'est ça. Et je jette. Et vous le jetez. Sauf que ça sert qu'une journée. Ça dépend malheureusement, parce qu'aujourd'hui on arrive à des quantités de bouffées... invraisemblable. On voit beaucoup de jeunes qui n'arrêtent pas d'ailleurs. La séduction de ce produit, pour ceux qui l'ont mis sur le marché, et je suis contre ce produit parce qu'il est en train d'annihiler tous les effets positifs qu'on a évoqués précédemment du marché du vapotage. Quand je dis que les buralistes s'étaient engagés dans les produits vapotage, c'est pour accompagner les fumeurs, pas pour aller recruter. Mais vous vendez des puffs. Mais bien sûr. Vous en vendez beaucoup. Ça représente quoi? Aujourd'hui, c'est 40% de notre marché de la vape dans le réseau des buralistes. 40%. Imaginez que ce produit en 18 mois a su conquérir 1 million d'usagers contre le marché de la vape en 12 ans, c'est 3 millions. Vous voyez la dimension de conquête. En 18 mois, 1 million d'usagers. Et pour la plupart pour des la jeunes. Facilité. Et malheureusement, et là où on doit mettre l'index, et je condamne fermement, c'est le public qui a été visé par les metteurs sur le marché, notamment en utilisant ces nouveaux métiers que sont les influenceurs, qui s'adressaient à un public trop mineur, excusez-moi, tout simplement, et qui ne devait pas avoir accès à ce produit. Alors, faut-il interdire la vente des puffs? Mais non, l'interdire, c'est pas la solution. Ils ont créé un engouement dans un public qui n'était pas adressé. Ils ont fait un effet marketing aussi avec ces couleurs acidulées, ces goûts bubblegum qui sont très séduisants. Donc je condamne fermement. Et là, je me demande où sont les autorités françaises. Vous condamnez, mais vous ne voulez pas interdire. Mais attendez, je vous donne la solution. D'abord, où est la DGCCRF? Où sont les autorités françaises quand vous mettez sur le marché français un produit qui peut porter atteinte à la santé publique, qui ne respecte pas les règles? Dangereux, pourquoi ne pas l'interdire? Non, ce n'est pas dangereux. C'est dangereux pour l'accès à des mineurs. Par contre, derrière se pose la question du traitement du déchet environnemental.
Parce que là, le gabegie, et l'exemple est très bien, je prends une voiture électrique, j'allais sur la route, j'en prends une autre. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On laisse dans la nature tous ces déchets. Donc 2 erreurs. Non-contrôle de la mise sur le marché de ce produit par nos autorités sanitaires. Et deuxième, quel est l'environnement derrière alors, interdisons la mise sur le marché. On a fait des enquêtes. Effectivement, il y a des raisons d'interdire la mise sur le marché de ces produits. On l'a dit, je suis d'accord avec M. Coy, ils sont destinés aux mineurs. Ils sont aussi vendus par des buralistes. Disons-le. Oui. Disons-le. 50% du marché, c'est Internet quand même. Hein, docteur. Oui, d'accord, mais enfin, le reste. 50% du marché, c'est Internet. Il y a quand même. Et les solderies en France. Il y a une grande partie des puffs, un volume non négligeable des puffs, la moitié, qui est vendu par des buralistes. Qui est vendu par des buralistes à des mineurs. Donc, quand M. Coy dit où est la DGCCRF, la DGCCRF, c'est un service de l'État qui n'a pas les moyens de contrôler 33 000 buralistes. Non, mais c'est pas contrôler les buralistes, c'est contrôler la responsabilité de la Confédération des buralistes sur ce sujet est entière, comme elle l'est sur la vente de tabac aux mineurs. Alors il faut l'interdire pour 2 raisons. D'une part, parce que c'est destiné aux mineurs et c'est destiné à les faire entrer dans la dépendance à la nicotine. Et la deuxième raison, c'est des raisons qui sont périphériques mais très importantes, c'est que pour l'environnement, c'est une aberration totale. On jette un produit en plastique avec du lithium après usage dans la nature, on ne le recycle pas. Charlie Perrault, pourquoi ne pas interdire? Mais moi, je suis la fédération, je vous dis, avait appelé à ce que les États, à ce que les institutions considèrent ce côté gabegie environnemental. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction ou pas? La problématique, c'est quand on parle d'environnement, si à chaque fois qu'on parle d'environnement, on doit faire du cas par cas, il suffit de dire les systèmes à usage unique doivent être interdits, que ce soit pour le vapotage ou pour autre chose. Moi, je suis pour l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, parce que ça me paraît être une erreur fondamentale pour l'interdiction des puffs. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est la confusion qui consiste à dire la puff, ça met les jeunes au tabac. Parce que ça n'est pas vrai. En fait, on ne voit pas les jeunes se dire ah bah tiens, j'ai adoré les films en couleur, maintenant je vais passer. J'ai regardé que des films en couleur, maintenant je vais me mettre à regarder des films en noir et blanc. Mais enfin, prenez pas les jeunes pour des abrutis. Ils ne le sont pas. Et puis quand vous dites on n'a pas de recul, pour le Covid, ça a mis 1 an. On n'a pas eu de recul, on y est allé plein de barres parce que c'était une priorité de santé publique. Pour le vapotage, c'est des Covid tous les ans, le vapotage qui nous arrive. Et moi je dis, la vape, c'est un parachute mis sur le dos du fumeur à qui on interdit de l'ouvrir parce qu'on ne connaît pas, on n'est pas sûr de la couleur du parachute. Mais enfin, ça n'a pas de sens. Il s'agit de prendre en considération une innovation majeure, de l'analyser telle qu'elle est conçue techniquement, de faire appel aux addictologues qui sont pour la plupart défenseurs du vapotage parce qu'ils en mesurent au regard de leur pratique pour arrêter, voire pour écarter certains jeunes et les écarter de la mauvaise piste qui serait celle du tabac. Je pense que c'est une opportunité dont les politiques doivent prendre en considération. Est-ce que la puff conduit les jeunes au tabac? Non. Sortez-moi des études. Sortez des études. 18 mois, il n'y a pas eu beaucoup d'études. Vous avez raison de souligner qu'on n'a pas beaucoup de recul. Mais ce qu'on est certain, parce qu'on connaît la nicotine depuis longtemps, c'est qu'on les rend dépendants à la nicotine. Et quand ils ne pourront plus ou qu'ils n'ont pas l'occasion d'acheter des puffs, ils vont acheter du tabac pour combler le manque de la nicotine. Parce que je vous rappelle que dans les puffs, il y a une grande partie qui est vendue à 0% de nicotine. Donc vous vous trompez de sujet et je vois que vous avez du mal à mettre à jour le logiciel. Quand je dis qu'on doit travailler ensemble, arrêtez d'attaquer uniquement les buralistes. Parce que si les seuls marchés de la puff étaient vendus par les buralistes, je vous assure que mes 23 300 collègues seraient heureux. On en est je suis le seul qui ne vend rien ici. 15. Moi je ne vends rien. Je défends une profession qui est un commerçant d'utilité locale. Et je veux juste remettre le sujet à sa place. Il y a des buralistes qui font pas bien leur métier avec le contrôle à mineurs. Mais vous avez raison et je ne vous ai pas dit le contraire. Mais est-ce que vous êtes allé voir sur Internet, docteur? Est-ce que vous êtes allé voir les solderies partout en France? Est-ce que vous êtes allé voir les restaurateurs? Est-ce que vous êtes allé voir les discothèques qui vendent des puffs? Alors arrêtez de vous en prendre uniquement au sud d'autrui. Je le rappelle. Bien sûr, mais allez-y avec les grands mots. Trouvez plutôt des solutions. Soyez efficaces avec la réalité. On passe à côté du débat qui est d'expliquer que la vape c'est un triangle, que ça fonctionne. On ne va pas parler que de la vape. Non, mais je comprends que vous soyez venu pour parler de la vape. Pourquoi est-ce qu'il faut parler de la vape? Parce qu'en fait, c'est tant qu'on ne la comprend pas, on ne lui laisse pas sa chance. C'est un triangle, c'est un matériel, un liquide et c'est une pratique qu'il faut conseiller. Et je me félicite d'une chose, c'est de voir effectivement que les buralistes qui du coup se sont mis à vendre des produits vapotage soient allés sur une démarche de formation, parce qu'il faut comprendre. Et quand on parlait des pharmaciens tout à l'heure, donnez ça aux pharmaciens. Ils ne vont rien comprendre. C'est un métier, il faut des années pour le comprendre. Pourquoi ils vont rien comprendre? Pourquoi est-ce que les pharmaciens sont idiots? J'ai pas dit qu'ils étaient idiots, j'ai dit que du jour au lendemain. Je vous pose la question. Du jour au lendemain, vous allez leur mettre des cigarettes électroniques. Ça veut dire que le
pharmacien, il va devoir... Vous savez que du jour au lendemain, on met entre les mains des pharmaciens de très nombreux produits. Oui, mais allez dire à un pharmacien... Alors, mon coil, ici... Un dentifrice, je ne suis pas certain qu'un pharmacien soit très spécialisé dans la fabrication du dentifrice. Oui, mais il sait vendre la brosse à dents et le dentifrice. Est-ce que vous êtes déjà allé demander à un pharmacien de réparer votre brosse à dents? Non, parce que ça, il ne sait pas faire. Vous croyez que tous les buralistes savent réparer dans les professions du vapotage, les buralistes, je ne sais pas, mais les professionnels de la vape, on se forme pour, en tous les cas. Oui. Non, mais je pense que le vrai sujet, votre question, doit-on l'interdire? Je vous ai répondu clairement, non. Oui. On doit mieux. Non, oui. Et oui ou non? Moi, on doit mieux la réguler. Vous avez dit oui. La puff, je suis pour son interdiction quand elle est jetable. Ah oui. Uniquement. Bon, la puff jetable, vous dites oui. Bernard Basset, vous dites oui, et la puff jetable, vous dites non, Philippe Cohen. Je dis non à l'interdiction, oui à sa commercialisation encadrée. Dans des réseaux de vape shop, dans des réseaux comme le réseau des buralistes. Pas la commercialisation sauvage. Mais c'est pour ça que l'interdire, c'est juste se faire plaisir. On va repartir dans une depuis la nuit des temps, interdire était une solution, croyez-moi qu'il y aurait beaucoup de solutions trouvées. La preuve avec les stupéfiants. Les pharmaciens, la puff... pas la puff, mais les produits de vapotage vendus par des pharmaciens, prescrits par des pharmaciens. Pourquoi est-ce que ça vous... Alors, vous êtes contre cette idée? Non, mais je ne suis pas contre. Je pense que c'est ce qui va se passer. Ça peut être une alternative. Ça paraît logique. Mais pour qui? Pour ceux qui sont sur une souffrance majeure, c'est-à-dire au-delà de 20 mg par millilitre. Il faut rappeler qu'en France, la réglementation, c'est 20 mg par millilitre de nicotine dans un litre. Est-ce que vous avez peur de moins en vendre? Je ne sais pas. Si les pharmaciens prescrivent, peut-être qu'il y aura moins de prescriptions, donc moins de ventes. J'y arrive. Il serait bon de considérer le taux supérieur de nicotine uniquement avec une démarche pharmaceutique. Ça nous paraît du bon sens. Je ne suis pas contre que les pharmaciens y arrivent. Je suis pour que tout le monde comprenne que la vape, c'est un sujet plus compliqué que ça. Vous n'allez pas chez un opticien... C'est un sujet de santé publique. Mais justement, vous n'allez pas chez un opticien en choisissant vous-même des lunettes au hasard, en vous les mettant sur le nez, en espérant que vous allez y voir clair. Non, opticien, c'est un métier. Il y a une technique, ça s'appelle la science physique, et l'optique permet d'ajuster les verres à votre vue. Dans le vapotage, c'est pareil. Les pharmaciens seraient en capacité de faire ça, je le pense. Mais pas de suite. Le travail, il est long. Nous, il nous a fallu 10, 12 ans pour comprendre ces mécanismes qui sont absolument complexes. C'est parce qu'on passe du temps avec des addictologues, c'est parce qu'on passe du temps avec les vapoteurs et avec les magasins qu'on le comprend petit à petit. Moi, je crois que ça doit avoir le même statut que les autres substituts nicotiniques, c'est-à-dire les substituts nicotiniques qui sont vendus en pharmacie par les médecins et par les sages-femmes. Ils aident à arrêter de fumer. Vous êtes favorable ou pas? Alors, moi, je vais donner une autre alternative dans la proposition que le ministre de la Santé a fait ce week-end à l'emporte-pièce, qui était quand même assez brouillon. Tout le monde s'emballe aujourd'hui. Vous êtes nombreux, les médias, à dire ça y est, les cigarettes électroniques sont chez les pharmaciens. Quand vous reprenez la déclaration du ministre, c'est pas tout à fait cela. Non. Ce qui me rassure dans la déclaration du ministre de ce dimanche, c'est au moins de reconnaître la vertu du vapotage. Voilà un point positif qui va, là aussi, depuis des années, nous attendons une position favorable du ministère de la Santé. Le ministre l'a dit. Par contre, les pharmaciens, why not, je dirais. Alors, on va faire comme on avait fait à la Confédération pour le cannabis récréatif, le récréatif chez les buralistes, le thérapeutique chez les pharmaciens. Le vapotage avec de la nicotine chez les buralistes, le vapotage sans nicotine, à zéro, pour le sevrage, chez les pharmaciens. Et je crois que là, il peut y avoir une logique intéressante. Alors attendez, nous allons prendre Eric et Philippe qui veulent intervenir, mais on va faire une page de pub et nous terminons avec nos auditeurs qui sont là. Eric, qui est fumeur de cigarettes et qui trouve qu'il y a une bienveillance avec la vape et la puff. Et Philippe, qui lui est buraliste. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Allez, il est midi moins 10. Eric est là, avec nous, en Dordogne. Bonjour Eric. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Bourdin. Vous êtes fumeur de cigarettes, vous Eric? Voilà, je suis fumeur de cigarettes, je l'avoue. Oui. Et je voulais réagir notamment par rapport à la vapote et au puff, qu'elle soit de toute façon. C'est le parfum. Rappelez-vous que le tabac a été privé de parfum, justement pour éviter d'inciter les jeunes à fumer, à être attirés par le menthol, etc. Or, la puff, elle, a tous les parfums possibles et imaginables. Donc, de là, ça attire les jeunes, et c'est ce qui rend moins ringard le produit, c'est vrai, par rapport à la cigarette. Mais ça va inciter les gens à avoir une addiction à la nicotine, quelque part, même s'il n'y a pas de combustion. Vous dites, ces saveurs, c'est moralement non acceptable, inacceptable. Voilà. Parce qu'en soi, ça attire les jeunes. Je comprends. Et de là, ils seront attirés ils seront addicts à la nicotine, et derrière, peut-être qu'ils iront vers d'autres produits. Charlie Perrault. Moi, je comprends tout à fait ce point de vue.
Il est question plutôt de l'acceptabilité. C'est un peu le cas aussi avec les médicaments. Vous avez des médicaments, si vous ne mettez pas une pointe de fraise ou une pointe d'orange, les enfants ne l'avalent pas. L'acceptabilité, ça a toujours été la solution efficace. Et ce qu'on observe, nous, dans cette filière du vapotage, c'est qu'il y a même certains vapoteurs qui se mettent après à écarter un peu de temps en temps les arômes. Mais ils disent bien, il faut qu'il en reste, parce que si jamais j'écarte les arômes, je ne vais pas pouvoir convertir mon beau-frère, ma belle-sœur, etc. Parce que la question de l'acceptabilité est fondamentale en vape. Ça change, l'attitude, la réception en gorge a évolué, et l'arôme est là pour dire... tu vois, ça peut passer comme ça. Et c'est ce qui a fait le succès de la vape, c'est l'adéquation nicotine, base diluante qui va vaporiser et l'association avec l'arôme. Merci Eric. Je vous en prie. Je suis d'accord avec l'auditeur. Aujourd'hui, la composition de certains arômes sur la puff est confusante pour le public qui ne doit pas être adressé les mineurs. Et là, je dis, il doit y avoir une réglementation sur ces arômes bien spécifiques. Quand on parle de barbe à papa, de bubblegum, on est bien face à un public ciblé. Donc, que l'arôme soit un agrément, un arôme naturel d'un fruit, c'est pas séduisant. Quand vous allez chercher le malabar, excusez-moi la publicité, le carambar ou la barbe à papa, vous parlez quand même pas à des quadras ou à des quinquas. C'est une vieille technique de l'industrie du tabac, justement. Non, mais c'est pas l'industrie du tabac qui a commencé la puff, docteur. C'est une vieille technique de l'industrie du tabac. Qui a été reprise. L'auditeur l'a rappelé, Eric a totalement raison. On masque le goût du tabac avec des arômes. On l'a fait avec le menthol pendant très longtemps. On a supprimé le menthol justement pour combattre l'addiction au tabac. Et je crois que là, on est dans la même stratégie commerciale, la même stratégie promotionnelle. On met des arômes pour faire entrer dans la consommation. Vous parlez d'une expérience. L'Europe a interdit les arômes il y a 2 ans de menthol. Quelle est la baisse des volumes du tabac liée à ça ? Pouvez-vous le dire, docteur ? Une mesure de plus prise par l'Europe qui n'a pas d'effet sur le public et sur la santé publique. Tout comme le paquet neutre. La seule chose que le paquet neutre a réussi à faire dans ce pays, c'est à m'abîmer les yeux, à porter des lunettes aujourd'hui, parce que ça n'a pas... Non, mais ça prouve que la suppression du menthol n'était pas une solution. Les vapoteurs ont clairement dit dans les magasins... simplement que quand on combat le tabac, il faut l'attaquer par différents moyens. Les arômes, le menthol, le prix... l'information sanitaire sur les paquets, tout ça contribue à faire baisser... Vous avez oublié l'éducation. L'éducation. C'est déjà une histoire ancienne dans le tabac, on a déjà écarté le menthol dans le tabac. L'éducation, c'est un moyen d'écarter les vraies mesures qui font mal. Bon, moi je pense que toutes les mesures sont bonnes, l'éducation évidemment, parce que nous c'est notre rôle. Mais vous refusez les mesures qui on ne refuse aucune mesure, de toute façon on les subit. Telles que le prix, telles que l'indexation. Les vapoteurs dans les magasins nous disent clairement que si on leur retire les arômes, alors pour eux ce serait une perte de signal, ils ne sauraient plus où aller, ils ne sauraient plus quoi faire, et en fait ils abandonneraient et ils se disaient quitte à mourir, je mourrais de quelque chose, et je me remets à fumer. On a ce genre de discours, on a quand même des femmes et des hommes qui viennent dans nos magasins parfois pleurer pour nous dire merci de nous avoir écartés, et franchement c'est l'occasion de le dire. S'il y a cette opération qui vient d'être lancée aujourd'hui, qui s'appelle Merci la Vape sur vape.fr, qui est une grande pétition d'envergure nationale qui fait appel aux 2 millions voire 4 millions de vapoteurs, parce qu'il y a 2 millions de vapoteurs écartés et 4 millions de vapofumeurs qui essayent encore de comprendre ces mécanismes-là, qui font les deux parce qu'ils se cherchent en fait, ils se cherchent un équilibre, ils sont dans ce temps de l'équilibre, et pour certains ils abandonnent, un problème psychologique, ils se remettent à la cigarette, ça va mieux, je reprends la motivation, je vais vers la vape. Cette opération sur vape.fr, cette pétition sur vape.fr, c'est fait pour faire entendre aux gens, aux institutions, aux médias, que les vapoteurs représentent une population importante, qui est aussi une manne de portefeuille électorale pour les institutions. Il faut le comprendre en fait. Alors Philippe, vous êtes buraliste à Villemur-sur-Tarn, vous avez 40 secondes, allez-y Philippe. Oui, bonjour. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Je pense que avec les docteurs, on ne vit pas dans le même monde. Je pense que eux, ils croient que d'augmenter le tabac, il y a moins de fumeurs, mais malheureusement, il y a plus de mégots dans les rues de toutes les villes de France. Au niveau, vous croyez que le réseau de revente des puffs se fait chez les buralistes, mais c'est un rêve. C'est un rêve. On n'est pas dans le même monde. Tout le monde peut se procurer du tabac et des puffs en vente libre dans toutes les épiceries, les Jiffy, les Carrefour Market et tout ça. Mais on n'est pas dans le même monde. Ça, c'est vrai. Et vous croyez que le gouvernement va maîtriser la puff en la mettant chez les pharmaciens, mais vous avez rêvé. Mais c'est pas la puff qui va chez le pharmacien. Mais c'est quoi qui va chez le pharmacien? C'est la vapoteuse, c'est pas vrai. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Un mineur peut acheter ça dans la rue, monsieur. Mais partout, vous en vendez partout. On ne maîtrise plus. Sur Internet, oui.
Le tabac, on a perdu 40%, M. Bourdin, depuis l'ouverture. Après le Covid, on a fermé les frontières, on avait fait plus 40, plus 50 de vente de tabac. On rouvre les frontières, on est à moins, je ne sais pas combien. Ne me dites pas qu'il y a moins de fumeurs en France, c'est pas vrai. Mais moi, je dis rien, non. Mais Philippe, quelle solution avez-vous? L'hypocrisie de ce pays. Arrêtons l'hypocrisie. Alors, quelle solution avez-vous? Allô? Oui? Oui, quelle solution avez-vous? La solution, arrêtez d'augmenter le tabac. Il faut une Union européenne, il faut que tous les pays se mettent au même niveau que nous. Au même prix, voilà la solution. Une unité, voilà, même plus cher. Mais le marché parallèle augmente. Chaque fois que vous augmentez le tabac, le marché parallèle augmente. Dites-moi, mais même si vous avez le même prix dans l'Union européenne, expliquez-moi pourquoi ça ferait taire le marché parallèle. Mais automatiquement. Pourquoi les gens acheter sur... Si on avait tous... La contrebande sera multipliée. La contrefaçon. Mais pas du tout. La contrefaçon. Mais on maîtriserait mieux le marché au niveau de l'Union européenne, automatiquement. Oui. Et vous vous rendez compte qu'on a un paquet de Marlboro 3 fois plus cher qu'en Espagne aujourd'hui? Oui. Et pourquoi voulez-vous empêcher les pauvres gens qui gagnent le SMIC d'aller acheter un paquet de Marlboro dans la rue? Mais bien sûr qu'ils y vont dans la rue. Ils n'ont plus le pouvoir d'achat. Ah oui. Eh oui, ça c'est vrai. C'est vrai, non, mais moi Oui, alors c'est un vrai problème qui est souligné incidemment par notre auditeur, c'est qu'il y a une inégalité sociale par rapport au tabac. Plus on est pauvre, plus on fume. Et donc on rajoute cette inégalité de revenus, on rajoute une inégalité de santé. C'est-à-dire que les pauvres vont mourir davantage du tabac. Et là, il y a un vrai problème, je dirais, éthique quasiment pour l'ensemble de la société. On sait, et c'est aussi pour ça que je plaide pour l'augmentation du prix, c'est que l'augmentation du prix, elle décourage les jeunes, mais elle décourage aussi ceux qui ont moins de revenus. Donc, augmenter les prix, c'est aussi protéger les pauvres. Ce n'est pas vrai, docteur. Vous avez vu tout à l'heure dans notre débat, l'auditeur, mon collègue, vient de le dire, il y a du tabac accessible partout aujourd'hui. D'où sortent les 650 tonnes saisies. Et je salue le travail remarquable des douaniers français qui s'engagent tous les jours sur le terrain, de la police et de la gendarmerie. C'est une réalité. Oui, vous avez marqué un point en disant c'est les couches sociales les plus faibles qui fument le plus. C'est prouvé dans l'enquête de Santé publique France. Les jeunes s'éloignent aujourd'hui de la consommation de tabac. Les femmes ont repris de la consommation. Et donc, quand le public socialement le plus affaibli a besoin de fumer, mais qu'est-ce qu'il fait s'il ne peut plus aller chez le buraliste? Il va au coin de la rue, il va sur Internet. Vous êtes en train de créer un monstre qui s'appelle la criminalité organisée sur le territoire avec la distribution du tabac. J'en veux pour preuve les actions des pouvoirs publics, le plan tabac de Gabriel Attal mis en place, qui aujourd'hui d'ailleurs trouve un écho dans la loi douane pour justement renforcer les sanctions. Donc voilà où on en est avec le prix. Vous n'avez pas pris une position forte et j'aimerais bien que vous me rejoigniez sur un travail que l'éducation doit faire, l'éducation nationale, pour dire que la consommation du tabac n'est pas une bonne chose. Je suis obligé d'interrompre là parce qu'il est déjà 11h58. Le temps passe très très vite avec vous. Merci Philippe, et merci à vous trois d'être venus nous voir. Philippe Coy, Bernard Basset et Charlie Perrault. Merci, on n'a pas fini on reparlera de ce sujet évidemment. Nous réorganiserons un débat. Il est 11h59. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler de l'Algérie dans un instant, mais auparavant, je voudrais vous signaler que les députés viennent de voter en commission des affaires sociales contre une abrogation de la retraite à 64 ans, 38 voix contre 34, contre donc la proposition de loi Lyotte d'abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Donc contre, vote de la commission des affaires sociales. Est-ce que le groupe Lyotte déposera cette PPL et essaiera de la soumettre au vote le 8 juin? Nous verrons. Dans tous les cas, le dernier mot reviendra à la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà où on en est sur cette histoire de réforme des retraites et d'abrogation du report de l'âge légal. Il est 12h10, vous êtes sur Sud Radio et tout à l'heure je diffusais un sujet autour du manque de main-d'œuvre, du manque de saisonniers, de travailleurs saisonniers dans de nombreux, mais vraiment dans de nombreux secteurs. Je pense évidemment à la restauration, à l'hôtellerie, mais je pense aussi au maraîchage, je pense à l'arboriculture, etc., etc. Et Manuel a voulu réagir, Manuel qui est électricien à Crépy-en-Valois. Bonjour Manuel.
Bonjour Jean-Jacques, merci de prendre mon appel. Ça me fait plaisir Manuel, ça me fait plaisir de vous savoir avec nous. D'ailleurs, je suis très content, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui sont avec nous de plus en plus nombreux. Merci d'être là le matin dans Parlons vrai chez Bourdin. Et d'ailleurs, vous pouvez nous revoir, c'est pas compliqué, sur nos sites divers et variés. Hein. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, vous pouvez Facebook, le site, l'appli Sud Radio, n'hésitez pas à la charger. Allez Manuel, qu'est-ce que vous vouliez dire? Merci à la qualité de vos intervenants aussi. Merci. Le matin, on vous écoute. Et là, j'écoutais votre émission sur le sujet de la pénurie de main-d'œuvre avec mon fils. J'ai la chance d'être à la maison ce matin. Oui. Je lui ai posé la question, je dis, Elias, dans 2 ans, est-ce que tu serais prêt à travailler, je sais pas, pour ramasser des... Il a 14 ans, votre fils, je crois, hein, Manuel? Il va avoir 14 ans, et je me demandais justement, ça m'a mené à une réflexion, quel était l'âge légal pour un ado, un jeune, de travailler en fait, 16 ans. l'été pour se faire un petit peu d'argent de poche. 16 ans. C'est 16 ans, voilà. Oui. Et moi, mon fils, je fais juste une parenthèse aussi, mon fils a 16 ans, il a travaillé, il a eu 16 ans en novembre dernier, il a travaillé pendant quelques temps, pendant les vacances, chez Leclerc, dans un rayon. Pour un décathlon, etc. Mais bien bon, sûr. Après, chacun peut trouver un petit peu sa petite forme de travail, et puis, ou même changer de travail saisonnier pendant la saison aussi, pourquoi pas. Bien sûr. Mais il est prêt, votre fils? Il est prêt à travailler éventuellement quand il aura 16 ans? Tout à fait. Par exemple, et puis là, on lui a demandé, il y a une voisine qui lui a demandé de balader des chiens le week-end parce qu'ils étaient absents. Les chiennes sont vieilles et ils n'ont plus l'âge de voyager. Il les a promenés chaque soir avec sa sœur. Il s'est fait un petit peu d'argent de poche comme ça. Et puis, c'est aussi... rendre service, mais vous savez Jean-Jacques, moi ce qui m'interpelle beaucoup c'est la valeur travail. On a beaucoup parlé des retraites, on met en avant, je crois, le fait de ne pas travailler et j'ai l'impression aussi que dans le discours un petit peu en filigrane on dit que le travail c'est pas bien, c'est quelque chose de mal. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on met pas assez le travail en avant comme on a mis la retraite en avant. Je crois que c'est quelque chose qui est ancré profondément. Je suis assez d'accord avec vous Manuel. On a dévalorisé le travail. La valeur travail. Et vous savez, je vais dire juste un dernier exemple, avant de vous laisser, ma fille qui a 10 ans et est en cours élémentaire, elle a beaucoup plus d'exigence que mon fils qui est au collège. Je ne critique pas le corps enseignant, mais je critique quand même la passivité avec laquelle on les implique. Il y a beaucoup d'absentéisme au niveau des élèves, je ne parle pas des enseignants, et j'ai l'impression que rien n'est dit. Le niveau d'exigence n'est pas le même. S'ils font pas tout à fait leur devoir, c'est pas tout à fait. J'ai l'impression que le goût de l'effort n'est plus là, en fait. Je pense qu'il y a un gros décalage avec ce qu'on peut voir en France et le sentiment qu'on peut avoir en France par rapport à la plupart des pays à l'étranger. Alors Manuel, je vais ouvrir un débat prochainement entre 11h et midi sur cette France qui ne veut pas travailler, parce qu'elle existe aussi. Il y a une forme de paresse collective, réelle ou pas, chez qui les jeunes, les moins jeunes. Je ne vais pas là accuser particulièrement les jeunes, parce que le travail saisonnier peut être fait aussi par des moins jeunes. Il n'y a pas que les jeunes qui peuvent travailler en saison. Merci Emmanuel. Dans tous les cas, il est 12h14. Vous êtes sur Sud Radio, on va parler de l'Algérie. La France est-elle détestée en Algérie? Je pose la question parce que l'homme que je vais recevoir, Xavier Driancourt, a été 7 ans ambassadeur de France en Algérie, 2008, 2012, 2017, 2020. Il publie une note très intéressante à la fondation Fondapol. Il est favorable à la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. On va en parler tout de suite dans 2 minutes sur l'antenne de Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h18 et nous avons la chance de recevoir Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Xavier Driancourt, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. 2 fois, hein? 2 fois. 2 fois. 2008, 2012, 2017, 2020. Et vous m'avez reçu 2 fois. Et je vous ai reçu 2 fois. On vous a rappelé. Voilà. Xavier Driancourt, hein? On vous a rappelé. Bon, Xavier Driancourt, dans une note pour la Fondation pour l'innovation politique, vous suggérez, vous recommandez de revenir
revenir sur l'accord franco-algérien de 1968. Expliquez-moi ce que dit cet accord. En fait, il définit les conditions de circulation, de séjour et de travail des Algériens en France, c'est cela ? Oui, c'est un accord qui a été passé donc en 68 et la Fondapol, après avoir étudié l'immigration en Europe, s'est aperçu qu'il y avait un sujet important en France qui était l'immigration algérienne. Et que l'immigration algérienne, c'est ce que j'appelle dans la note un angle mort dans notre politique migratoire, pour deux raisons. Parce que d'abord, en raison de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, les traités internationaux passent avant les lois et donc les Algériens sont régis par un accord particulier qui est l'accord du 27 décembre 1968. Et la deuxième raison, c'est que cet accord, on va peut-être en parler, prévoit un certain nombre d'exceptions au profit des Algériens. Ça veut dire, pour résumer, Xavier Driancourt, qu'un Algérien qui veut venir en France a plus de chances qu'un Marocain ou un Sri Lankais ou... C'est pas qu'il a plus de chance, mais c'est que pour s'installer en France, pour avoir un visa de long séjour pour s'installer en France, il bénéficie de conditions plus favorables que les autres nationalités en termes de regroupement familial, en termes d'ouverture d'une entreprise. Une inégalité. Donc voilà, et ils ne sont pas régis par les lois françaises concernant l'immigration. Le Conseil d'État nous le rappelle, nous annule à Alger, nous annulait quand j'y étais, en rappelant que les Algériens ne sont pas régis par les lois concernant l'entrée et l'installation des nationalités en France, mais par cet accord. C'est la raison pour laquelle il faut dénoncer cet accord. C'est la raison pour laquelle j'arrive à la conclusion qu'il faut remettre à plat le dispositif. Alors soit on remet à plat tout l'édifice constitutionnel comme le proposent certains partis politiques, donc de s'exempter de cette fameuse hiérarchie des normes et de mettre en tête les lois françaises avant les traités internationaux, soit on dénonce cet accord particulier, soit on s'en sert comme levier vis-à-vis de l'Algérie. C'est-à-dire on pourrait dire, voilà, donnons-nous 6 mois pour renégocier, pour remettre à plat le dispositif de 68 qui ne correspond plus aux conditions de 2023. Je rappelle que les lois internationales priment sur les lois françaises. Voilà, c'est bien. Les traités internationaux. Hein, je voudrais rappeler ça. Les traités priment sur les lois. Les traités. C'est l'article 55 de la Constitution. De la Constitution. Les traités. Et là, c'est un traité. Bon. C'est un traité, c'est un accord international. Qui a été révisé, mais peu. Voilà, finalement. Qui a été révisé, mais pas sur le 85, 94, 2001. À la marge, oui. À la marge, oui, à la marge. Xavier Driancourt. Donc les Algériens ont plus de facilité à venir dans notre pays. Et pourtant, vous l'écrivez, vous l'avez écrit, pas dans la note, mais vous l'avez écrit à plusieurs reprises, la France est assez détestée en Algérie. C'est un paradoxe, oui, c'est un paradoxe. Et je regarde les réactions dans la presse algérienne aujourd'hui, suite à la publication par la Fondapol de cette note. C'est l'indignation. Comment ose-t-on toucher au privilège, dit-on. Le terme privilège dans l'hebdomadaire Echourouk est employé au privilège des Algériens. Donc il y a bien la conscience qu'il y a un régime particulier qui, dans les conditions d'aujourd'hui, n'est pas destiné à durer. Régime particulier, les Algériens veulent des visas, hein, que les choses soient claires. Ils veulent des visas, oui. Que les choses soient claires. Ils veulent des visas. Alors, pour obtenir un visa de court séjour, ils sont soumis aux règles de Schengen. Mais pour s'installer en France, c'est cet accord de 68. Bon. Que faudrait-il faire? Réduire le nombre de visas accordés aux Algériens aujourd'hui On l'a déjà fait, je crois. Il faut jouer sur plusieurs touches du clavier, si je peux dire. Il y a le nombre de visas, il y a les discussions, les négociations, il y a la menace à tout le moins de dénoncer cet accord. Oui, parce que finalement, ces dirigeants algériens ont été élevés politiquement dans l'idée que le rapport de force est le seul rapport qui compte, si j'ai bien compris. Oui, c'est exact. Et donc, on pourrait... C'est assez soviétique, ça. On pourrait leur donner un délai pendant lequel on s'efforce, on doit
arriver, aboutir à un nouveau dispositif. Et au bout de ce délai, si nous n'avons pas renégocié, on dénonce l'accord. Voilà, il y a plusieurs... C'est de la Pourquoi ne le faisons-nous pas ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, monsieur Bourdin. Moi, je l'ai suggéré, je l'ai écrit lorsque j'étais à Alger, je l'ai écrit dans le livre sur lequel vous m'aviez invité, je l'ai écrit dans le Figaro, je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc, on voit bien, vu les réactions algériennes aujourd'hui, que c'est un dossier très sensible. C'est un dossier très sensible. Et du côté français, on a toujours hésité à braquer les Algériens. Pourquoi est-ce qu'on hésite, Xavier Driancourt, selon vous ? Quels sont nos intérêts ? Alors que c'est vrai que beaucoup d'Algériens, pas tous, ne généralisons pas, beaucoup d'Algériens en Algérie nous détestent la France, pour des raisons multiples et variées, mais qu'en même temps, nous préservons cette Algérie-là. Pourquoi ? Je reviens à ce que je vous avais déjà dit, parce que l'Algérie, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure française. En même temps. En même temps, exactement. Et donc, quand on gère la politique intérieure, vous le savez mieux que moi, monsieur Bourdin, c'est votre métier d'interroger des politiques. La politique intérieure, c'est plus compliqué. On a 7 millions de personnes qui ont un lien avec l'Algérie. Donc voilà, est-ce qu'on veut franchir le pas ? Est-ce que les Algériens nous font l'amalgame en disant mais si vous dénoncez ces accords, ce sont les accords d'Évian qui vont tomber. Or, cet accord de 68, il est séparé des accords d'Évian. Donc voilà, personne ne remet en cause. Les accords d'Évian, on devrait les remettre en cause ? Non, personne ne remet en cause l'indépendance de l'Algérie. Personne. Évidemment. Dans la classe politique, personne ne met en cause. Personne ne remettra en cause. Ces accords de 68, ils sont détachables, comme disent les juristes, des accords des accords d'Évian. Des accords d'Évian. Ils ont un lien, évidemment, parce qu'on les a négociés en raison des accords d'Évian, mais c'est un traité séparé. Rappelons que s'il y a eu ces accords de 68, aussi, c'est parce que nous y trouvions notre intérêt, nous Français à l'époque, Xavier Driancourt. Oui. Parce qu'il fallait faire venir des Algériens, on avait besoin de main-d'œuvre. Exactement. Disons la vérité. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, le contexte est-il exactement le même ? Et aujourd'hui, c'est l'inverse, presque. L'histoire avance. Merci beaucoup, Xavier Driancourt, d'être venu nous voir, à lire cette note de la Fondation Fondapol. Il est 12h26, André Berkoff.